Bienvenue dans Voix de Plume, le podcast qui donne la parole aux voix originales et créatives des auteurs d'aujourd'hui. Art suprême de la liberté, l'écriture offre des possibilités infinies. Et à l'occasion de ce déjà 7e épisode, nous parlerons de sa capacité à raconter l'histoire avec un grand H par le prisme des histoires individuelles. Retour sur un pan oublié de la Seconde Guerre mondiale avec l'autrice Marie Sperandei et son roman L'audace au cœur, une fiction inspirée de faits réels et plus particulièrement des témoignages de Paul et Gaby, ses grands-parents. De la débâcle de l'armée française aboutissant à l'occupation jusqu'au camp de travail forcé de Prusse orientale, Paul a trouvé la force de résister malgré ses souffrances. Un roman qui nous rappelle à quel point la guerre marque la chair et le cœur des hommes bien avant de prendre forme dans le narratif officiel. Bonjour Marie. Bonjour Maude. Bienvenue à toi. Je suis ravie de te recevoir dans Voix de Plume. Nous nous sommes connus via Instagram et c'est toi qui es venu à moi et je t'en remercie parce que ça montre que la communauté Voix de Plume prend petit à petit de l'ampleur. J'en profite d'ailleurs pour vous demander, à vous qui nous écoutez, de penser à vous abonner, à liker et partager cet épisode pour contribuer vous aussi à faire résonner les voix originales et si créatives des auteurs d'aujourd'hui. Marie, tu es venue nous parler de L'audace au cœur, un roman, une fiction donc, mais inspirée de faits réels. Ces faits, ils remontent à la Seconde Guerre mondiale. Dans L'audace au cœur, nous suivons Paul et sa femme Gaby, un jeune couple de la région parisienne séparé en septembre 1939 lorsque Paul est mobilisé pour le front. Ils sont parents d'une petite Rosie, alors âgée de 3 ans à peine, et Gaby porte leur second enfant. Paul a jusqu'ici travaillé en tant qu'ébéniste. Il n'est pas un militaire dans l'âme, d'autant qu'il a été marqué par ce que son père a enduré pendant la Première Guerre. Malgré tout, il est fermement décidé à défendre son pays et surtout à défendre sa famille de la violence de l'ennemi dont il a pleinement conscience. Envoyé sur la frontière germanique, il mène une troupe d'éclaireurs. L'attente et l'incertitude qui marquent les premiers temps du conflit cèdent bientôt la place à l'incompréhension la plus totale. Des ordres erratiques, des informations qui ne circulent pas, l'armée française est en déroute. Paul est fait prisonnier et envoyé dans un camp de travail, un stalag situé en Prusse orientale. La deuxième partie de ton livre met en lumière ce pan méconnu de l'histoire. Plus d'1 million de Français ont en effet été envoyés dans ces camps de travail pour des raisons et dans des conditions différentes, nous y reviendrons plus en détail. La troisième partie de L'audace au cœur raconte, toujours du point de vue de Paul, les derniers moments de cette guerre, des actions menées par la résistance pour soutenir le débarquement jusqu'à la libération. Marie, l'histoire de Paul, ton grand-père, est vraiment surprenante. Elle paraît même assez incroyable par moments. Quelle est la part de fiction dans ce récit ? La part de fiction, c'est surtout le fait que, puisque je n'étais pas près de lui, je ne sais pas exactement les circonstances, ni les mots qu'il employait, ni les différents amis qu'il ait pu se faire à ce moment-là. La fiction, elle intervient parce que même si les faits sont réels, finalement, tout ce qui entoure ces faits réels sort totalement de mon imagination. C'est pas du tout une autobiographie où je lui laisserai la parole, où finalement ça serait son histoire 100%. Non, non, j'ai vraiment romancé, je dirais totalement ce qui a pu lui arriver. Voilà. Alors, tu as romancé ce qui a pu lui arriver en te basant quand même sur une trame de faits bien réels. Tu as travaillé avec des sources directes ou des sources indirectes. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur tes sources ? J'ai beaucoup aimé en fait ce travail d'enquête. J'avais au départ un récit de ma grand-mère, donc des notes qu'elle avait prises de sa vie à elle et émaillées de petites choses concernant ce qu'avait vécu son mari ou ce que vivait son mari. Lui-même, il avait bien donné son appui sur ce qui avait été dit. Ça avait été signé à deux mains, ce qu'elle avait écrit. Mais il n'empêche qu'il n'y avait que quelques détails. Et moi, j'aurais aimé savoir davantage de choses.
Et ces quelques détails, ça ne pouvait en aucun cas me faire un récit. Donc, je suis partie vraiment en quête de ces différentes vérités. Et pour ça, ben, j'ai pris contact avec les archives que nous avons en France. Voilà, j'ai pu retrouver comme ça sa carte de prisonnier de France. J'ai pu retrouver aussi comme ça tout son journal de marche concernant son régiment. Alors, je ne sais pas où il était dans ce régiment, c'est là où ça dérape un petit peu, hein. Mais en tout cas, j'avais voilà, beaucoup de choses en ma possession et j'avais même sur la carte de prisonnier le nom du Stalag, le Stalag 1A. Donc, ça m'a permis de retrouver cet endroit-là. J'avais d'autres éléments qui pouvaient me permettre d'avoir des informations en contactant des passionnés d'histoire, en particulier un monsieur qui effectivement m'a donné beaucoup d'explications concernant les Stalags. Donc ça m'a aidé. De la même façon, voilà, en fait, au fur et à mesure de ma quête, j'ai toujours rencontré des gens passionnés qui sont venus me tendre la main et puis alors me donner de leur temps et même aller chercher des informations pour moi. C'est ça qui m'a semblé dingue. Ils se déplaçaient pour moi à l'endroit où ils étaient ou bien ils contactaient eux-mêmes. Par exemple, c'est la Croix-Rouge qui faisait le lien entre les prisonniers et puis leurs familles pour essayer d'avoir des détails que moi, bon, pauvre petite romancière lambda, auquel ben, je n'avais pas forcément directement accès. Si tu veux, c'est ça qui était formidable, c'est que ces personnes se sont beaucoup impliquées dans mon projet. Donc comme ça, j'ai pu trouver des éléments qui pouvaient s'ajouter au roman, mais tu vois, ce n'était pas directement mon papier du coup, c'était très général et finalement, c'est un petit peu ce que tu disais dans ton introduction, en racontant ma petite histoire initiale, finalement, j'ai débarqué dans la grande histoire avec des détails auxquels on ne pense pas habituellement, à mon Oui, avis. des Voilà. choses que tu n'aurais pas pu inventer si on t'en avait pas parlé. Oui, c'est ça. En fait, si je résume, les faits qui structurent le récit, les faits historiques sont réels et ce qui lie le récit relève de l'imagination. C'est ça. À ceci près que tu as pu néanmoins cerner assez précisément l'état d'esprit de Paul et Gaby grâce aux traces qu'ils ont laissées, aux choses qu'on a pu te transmettre aussi au C'est sein ça. de ta famille. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que j'ai la chance d'avoir maman à mes côtés et c'est vrai que la plupart du temps, pour les traits de caractère de papy et de mamie, elle pouvait me dire, par exemple, ah non, là, il n'aurait pas fait ça quand même. Voilà. Et ça, c'est précieux, c'est très précieux. Ça m'aide, voilà, pour retracer le portrait général de Paul et Gaby, leurs traits de caractère. Et c'est vrai que je n'ai pas inventé cet état de héros, ce dévouement total qu'avait mon grand-père. Il était L'état exactement comme d'esprit de ça. Paul, hein, Voilà. qui est assez incroyable. On va avoir l'occasion de s'en rendre compte en avançant un peu. Et je m'appuie énormément sur l'histoire d'amour de papy et mamie. Voilà. Donc en fait, l'histoire d'amour que finalement je re-raconte à ma manière totalement. Donc c'est aussi un grand livre romantique finalement, Oui, L'audace c'est au vrai, cœur. c'est vrai. Moi, ce que je voudrais savoir, si c'est le besoin de faire connaître cette histoire-là précisément, hein, cette histoire de Paul et Gaby pendant la Seconde Guerre mondiale, qui t'a donné envie d'écrire. Est-ce que tu avais déjà d'autres manuscrits, d'autres projets avant celui-ci? C'est quoi le déclic en fait qui t'a jeté dans l'écriture comme ça? Alors, c'est la lecture. Donc j'ai su lire assez tôt, hein, vers 5 ans. Et c'est vrai que lorsque j'ai su lire, j'ai voulu écrire pour essayer que la même magie que moi je ressentais, les autres puissent la ressentir. Et après, c'était au collège et je crois même au lycée où je faisais des feuilletons. Donc j'écrivais tous les week-ends un nouvel épisode de la saga que je donnais après à lire à mes compagnons de classe. Et voilà. Puis après, bon, j'ai fait d'autres manuscrits plus tardivement, voilà, où, voilà, c'était le roman. Mais après, je n'ai jamais envoyé quoi que ce soit. Donc en fait, c'est quand même ce projet précisément de l'audace au cœur, c'est quand même l'histoire de tes grands-parents qui t'a poussé à aller jusqu'au bout, jusqu'à la publication. Oui, 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 ça m'a semblé une urgence en fait, parce que je me suis rendu compte que
tout ça, là, ce patrimoine, parce que pour moi, c'est comme un patrimoine français, ben, disparaissait. Parce que la bataille de France, donc, que je raconte en détail dans la partie 1, toujours avec Paul, mon héros, et puis ses acolytes que j'ai inventés. Il n'empêche que cette partie de bataille de France, il y avait pour moi quelque chose qui n'était pas bien appris ou retenu de mes cours d'histoire, si tu veux. Donc, il m'a semblé urgent de le transmettre. Mais ce n'était pas seulement un hommage familial. Je voulais aussi que ce soit un hommage pour tous les soldats qui se sont battus pendant cette bataille de France avec mon grand-père. Parce qu'on dit trop souvent que c'était une drôle de guerre où on faisait rien. Et puis voilà. Du coup, c'est important, je pense, de préciser par rapport à cette mission de transmission que tu exerces la profession d'enseignante. Donc, c'est quelque chose que tu as de chevillé au corps. Donc, je pense que c'est important de le dire. D'après toi, qu'est-ce que les histoires individuelles permettent de révéler que le narratif officiel ne raconte pas? Je pense que le fait est que cette authenticité-là va devenir comme une espèce d'universalité. Les sentiments, les choses qu'ont traversé les personnes réellement, et je pense que ainsi on peut toucher totalement d'autres personnes, donc les lecteurs, qu'ils se sentent totalement concernés. Tous ces personnages-là, criant de vérité, ça ne peut que parler directement au cœur même, il me semble, et faire sens. Après, je pense que aussi ça raconte en négatif ce que l'histoire préfère oublier, ce que l'histoire préfère mettre de côté, parce que ces camps de travail hein, où Paul a été emprisonné, c'est une partie de l'histoire qu'on raconte peu et qu'on connaît assez mal de Oui, manière tout à globale fait. aujourd'hui. C'est-à-dire que ces prisonniers qui ont été faits, comme là pour Paul, en plus après l'armistice, qu'on les ait envoyés travailler pour l'Allemagne dans des commandos ou dans des camps de travail, comme il était au début là dans son Stalag, effectivement, ça n'est pas dit. Et surtout, la barbarie, le fait que tous ces prisonniers qu'ils avaient en quantité trop importante étaient abattus sans du tout suivre les conventions de Genève, ça n'est pas du tout dénoncé, ça ne l'a pas été, parce que justement, ils étaient trop faibles, donc ils ne servaient à rien, donc on les tuait immédiatement. Et si vous aviez un métier, il y avait plus de chances que vous restiez vivant. Donc, moi, je pense que c'est pas du tout connu et c'est pas assez dénoncé. Alors, venons-en à l'audace au cœur, plus précisément, et à la première partie de l'histoire de Paul et Gaby. Lorsqu'il est mobilisé, Paul est envoyé sur ce qu'on appelle la ligne, sauf que cette ligne qui désigne la ligne de front qui longe tout le territoire germanique, elle s'étend sur des kilomètres et des kilomètres, si bien que dès le début, Paul est dans le flou. Il ne sait même pas où il est envoyé, ce qui porte à conséquence, notamment sur le plan moral, parce qu'il ne peut pas écrire à sa femme, il ne peut pas avoir de nouvelles de sa famille, donc c'est compliqué à gérer. Et malheureusement, dans les semaines et les mois qui vont suivre sa mobilisation, ce flou s'étend à l'organisation de l'armée elle-même. Les ordres n'arrivent pas. Quand ils arrivent, ils sont la plupart du temps mal compris, voire incompréhensibles, et les hommes se retrouvent dans une incertitude totale. Ce défaut de communication, ce manque d'information, c'est vraiment l'élément clé hein, de cette première partie. On est d'accord de cette première partie de l'histoire. Et je propose que tu nous lises un premier extrait qui met vraiment en lumière l'incertitude, l'incompréhension et même l'absurdité hein, qui domine cette première partie du récit. Le chapitre s'appelle Neige. Nous sommes en hiver 1939 à Wissembourg, donc au nord-est de Strasbourg, ce qui est aujourd'hui la frontière avec le Luxembourg. Paul vient de recevoir du courrier pour la première fois. Il apprend à ce moment-là qu'il est papa pour la seconde fois. Donc il y a une deuxième petite fille qui naît, hein, qui sera donc ta tante, c'est Josie. Et voilà, je te laisse la parole pour ce chapitre, Marie. Les cris fusent de partout. Les gars s'agitent tous en même temps. J'ai ma tête dans les mains. Ils viennent me donner des bourrades, ils me chambrent gentiment. Je sanglote en silence, les épaules secouées, comme moi. Dire que j'étais pas là pour la soutenir, pas là pour l'aider, pas là. Et pourquoi? Pour patrouiller dans la neige? Pour aller trouver des boches? Pourquoi? La colère enfle en moi, je n'en peux plus, je me lève brutalement.
chaise renversée, porte claquée. Je tombe à genoux dans la neige, poings serrés, tête rentrée dans mes épaules. J'aurais tant voulu être là-bas, près de ce bébé, mon bébé, que je ne connais pas. Des larmes de rage lavent ma figure et bientôt je m'apaise. Elles vont bien, elles sont en pleine forme. Elles vivent avec Raymonde. Visage levé vers le ciel. Deo gratias. Je rentre transi de froid, je m'approche de la table. Lucien me fait une place à nouveau, avec un petit coup d'épaule et un coup d'œil inquiet. Je lui souris. Je suis content, oui, oui. Je demande à Edmond s'il a pu lui aussi avoir des nouvelles de chez lui. Il me répond rien depuis un moment, chef. J'espère que ça va toujours là-bas. Émile, lui, n'a rien reçu du tout depuis le début, par contre. Normal, raille le grand jeune. T'occupe. Yeux bravaches, poings serrés, il sort, la porte claque. Il ne rentrera pas ce soir. On se regarde, hochement de tête, et je me dépêche de répondre à ma Gaby avant la mission de demain. Même si les manœuvres sont plus rares, ce qui rajoute à ma misère d'être ici. Et oui, malgré notre avancée, certes relative, les ordres du ministère sont sans appel en cette fin 1939. Clair et net, incompréhensible. Ne plus faire aucune provocation. Oui, mais qui dit mission de reconnaissance, dit contact avec l'ennemi, dit combat. Alors nous, on va faire quoi? Et ça continue. Ne plus tirer, sauf si les Allemands vous attaquent. Lors des accrochages, c'est quand même celui qui tire en premier qui a le plus de chances de gagner par surprise, non? De s'en sortir. Alors nous, on fait comment avec nos missions de reconnaissance? Et après ces reconnaissances viendra bien la bataille. Comment aura-t-elle lieu dans ces conditions? Comment on va faire sans les provoquer et sans tirer? Absurdité. Attendre. Et les Allemands, eux aussi, attendent l'assaut de nos troupes pour attaquer. Une situation improbable. Du coup, on ne va plus rien faire du tout, c'est ça. Il en résulte une période bien folle de vide. On n'avance plus du tout pourvu qu'on ne recule pas. Pourquoi on est là? Pourquoi je ne suis pas près de toi? Merci Marie. Cet extrait révèle vraiment l'absurdité de la situation dans laquelle se trouvent ces hommes et puis cette souffrance immense de la séparation. Voilà, il y a un espèce de flottement dans cette guerre qui est lié à plein de paramètres, manque d'armes, les Allemands en face qui attendent de savoir ce que vont faire les Français qui attendent de savoir ce que vont faire les Allemands. Voilà, il y a une espèce de latence comme ça. Alors il va quand même y avoir pour Paul 10 jours de permission, peu de temps après cet épisode, qui vont lui permettre quand même de revoir sa famille. Et puis de nouveau une longue phase d'attente, presque d'errance militaire, qui va durer jusqu'au printemps 1940, lorsque l'armée allemande va finalement lancer son offensive. Et alors là, d'un seul coup, c'est vraiment la guerre. Avec sa troupe, Paul se retrouve très exposé. D'ailleurs, c'est un épisode important pour Paul qui va recevoir la croix de guerre à cette occasion. C'est-à-dire que toutes les troupes françaises étaient utilisées pour aller dans les Ardennes et on les a laissées un petit peu isolées au milieu d'un combat de folie parce que malgré tout, les Allemands et les Français à ce moment-là se sont mis à tirer de part en part d'une ligne sur l'autre. Mais c'est vrai qu'ils étaient quasiment abandonnés. Il fallait qu'ils puissent faire tout ce que faisait normalement un régiment entier avec leurs quelques escouades qui restaient sur place. C'est ça. Et pour Paul précisément, il part dans une mission d'éclairage avec un compagnon à lui. Ils partent à deux. C'est une mission qui est hyper risquée, qui est hyper importante stratégiquement parce que l'avenir de toute la troupe derrière en dépend. Son ami saute sur une mine. Paul décide de continuer tout seul parce qu'il y a trop d'enjeux et il va lui aussi être blessé à cette occasion et il va passer toute une nuit entre les tirs allemands et les tirs français au milieu du champ de guerre. C'est à cette occasion qu'il va donc recevoir la croix de guerre. Je propose d'ailleurs de lire un nouvel extrait qui est justement tiré de cet épisode. Ça commence juste après que Paul ait lui aussi sauté sur une mine et donc se retrouve blessé. J'attends un peu.
Je tente de bouger pour prendre la trousse dans mon sac. Oui, je le sens, il est encore sur mon dos, avec mon fusil. Mais je peux pas l'atteindre comme ça. Je rampe, je m'adosse à un arbre, je manque de défaillir. Et la nuit qui arrive avec ça, comment je vais m'en sortir? Je défais mon fusil, je défais mon sac. Tout me prend un temps infini, à moins que je me sois évanouie. Je trouve une compresse, une bande pour le tibia en lambeaux. Zut, pas le moment, pas là. Je nettoie en serrant un bout de bois entre mes dents. Bandage prêt, je regarde autour de moi. La nuit tombe brutalement avec ses étincelles de bombes. C'est terriblement beau, c'est terriblement triste. Les 2 lignes me tirent dessus, sans arrêt. Ils vont m'avoir, c'est sûr. Je serre dans ma vareuse mes informations que j'ai toujours sur moi. J'ai chaud. Je suis perdue. Pas possible de rester là sans prendre un éclat en pleine poitrine. Je rampe en essayant de ne pas arracher mon pansement. Terre, gravier, herbe douce. Puis un espèce de terrier, peut-être fait par les bombes. Je m'y enfonce. Je mets sur moi des branchages, des feuilles pourries. Je m'enterre, à l'avance. Je passe la nuit ainsi, terrassée, le Notre Père au cœur et les flammes de l'enfer au-dessus de moi qui lèchent la terre. Je dors pas. Cet extrait que je viens de lire, il est assez court, mais il nous donne quand même un aperçu de la réalité crue des combats et de ce que les hommes subissent sur le front. Et ça suffit aussi pour comprendre comment l'instinct de survie se met en branle dans ce genre de situation. Et puis ça montre aussi cette solidarité très forte entre les hommes, hein, parce que Paul, il n'a pas hésité à mettre sa vie en jeu pour aller chercher ces informations stratégiques. Et son escouade, en retour, elle va prendre le risque de partir à sa recherche au petit matin pour le tirer de là. Mais ce qui m'a interpellée ici, moi, c'est plutôt le décalage entre ce qui est vécu, ressenti, ce qui est souffert, et puis cette décoration militaire qui semble somme toute assez dérisoire. Dans le récit, en tout cas, Paul, il n'a pas l'air d'en faire grand cas. Et je me suis demandé si a posteriori, une fois de retour chez lui, il avait regardé cette décoration autrement, peut-être avec un peu plus de fierté. Alors, pour tout te dire, il l'a pas reçu. Ah bon? C'est-à-dire que tu vois, pendant les combats, ils font une liste et ils notent dans les carnets le fait que telle personne, tel soldat mérite d'avoir cette croix de guerre, à telle citation, pour tel combat. Enfin, il y a bien tout qui est répertorié, il y a une liste officielle. Et ensuite, cette liste, elle est envoyée dans l'état-major, s'en occupe. Et après, une fois qu'ils reçoivent la liste, ils envoient l'objet, si tu veux, à ce moment-là, dans la famille pour que la personne le reçoive. Et mai 40, complètement la débâcle. Donc en fait, les papiers, ils ont reçu les papiers, oui, oui, mais après, la médaille, elle n'a pas fait le lien, le trajet jusque chez lui. Donc D'accord. lorsqu'il reviendra chez lui, en fait, il va s'apercevoir qu'il n'y a pas sa médaille. J'ai ces lettres, il réclame sa médaille en disant, eh oh, vous m'avez oublié, et il ne la recevra pas. C'est moi qui suis reparti au combat pour vraiment à titre posthume, hein, qu'il le lui envoie, qu'il nous l'envoie pour que comme ça, il y ait justice qui soit faite. Voilà, parce que finalement, lui, il ne l'a pas eu en ses mains. Donc c'était vraiment quelque chose, quand j'ai pu lire, hein, ses lettres, vraiment quelque chose qui l'a troublé énormément. Qu'on ne lui rende pas finalement, pas ce qu'il avait gagné, mais tout du moins Justice. voilà, l'honneur de ce qu'il avait fait pour la France. En fait, pour montrer que ces combats qui ont eu lieu sur la ligne Maginot, ça a totalement été gommé de l'histoire française jusqu'à ce point-là. Voilà. C'est impressionnant. J'aimerais aussi qu'on parle de Gabi, ta grand-mère, parce que le récit de Paul, il est interrompu par moments par le récit de ce que Gabi a vécu. Pendant que Paul est au front, elle vit et elle subit l'occupation. Tu m'as dit avoir travaillé à partir des notes de Gabi qui sont plus de l'ordre du mémo brut que du journal intime. Est-ce que tu sais ce qui l'a motivé à prendre ces notes sur le moment? C'était pour nous. Ah oui, c'était Voilà. vraiment la Il transmission, le y avait témoignage. noté, voilà, pour nos enfants, nos petits-enfants, pour qu'ils comprennent notre vie. Donc oui, oui, ils l'ont fait tous les deux pour ça, c'était le témoignage. Après, voilà, toujours, je suis obligée de dire, ma Gabi de mon roman est loin quand même de ma mamie. Enfin, tu vois, c'est inspiré d'eux, mais
c'est pas vraiment elle, voilà. Hein. J'ai quand même beaucoup essayé de transmettre à mon tour, du coup. Hein. Moi, je me dis comme ça, pareil pour ma famille, mes enfants, peut-être mes petits-enfants, d'une autre manière. Mais il n'empêche que c'est quand même quelqu'un d'imaginaire, puisque je n'étais pas avec elle à Paris. Puisque finalement, je ne sais pas exactement comment ça s'est passé. Elle met quelques notes, quelques mots, quelques phrases, et à partir de là, je fais un chapitre, deux chapitres, trois chapitres. Donc, si tu veux, mon imagination Complète un complète peu. pour que ça puisse faire un roman. Hmm. Effectivement, les faits sont réels. Mais sinon, toutes les circonstances sont imaginaires. D'accord. Parce que le ton du récit de Gabi, il est assez différent de celui de Paul. Et je pense que ça traduit autant, je pense, la différence de leur caractère que celle de leur situation. Le récit de Gabi, il met vraiment en lumière l'expérience de la guerre du point de vue des civils. D'ailleurs, lorsque Pétain signe l'armistice et que le piège va se refermer sur l'armée française, hein, tu le racontes très bien, les Parisiens, ils se retrouvent eux aussi piégés dans Paris occupé. Et Gabi, elle fait partie de ceux qui ont tenté de fuir Paris, mais trop tard, et qui n'ont pas réussi à sortir de la ville. Ils se sont fait piéger en même temps, hein, les Parisiens. Et je propose que tu lises un nouvel extrait qui relate cet épisode de la fuite avortée des Parisiens que moi j'ai trouvé extrêmement marquant, si tu veux bien. Papa était grave et déterminé à sauver ses petits-enfants. Né peu de temps après la première guerre avec les Allemands, il avait fait la guerre suivante dans les tranchées. Dans sa tête criaient les horreurs des combats. Il savait vite fuir. Nous avons alors de suite pris quelques vivres, quelques vêtements, jetés à la hâte dans une valise, les papiers, l'argent, les médicaments. Dans ma précipitation, j'oubliais les boîtes de lait pour mon bébé. Et l'on monta dans la camionnette. Déjà plus d'un mois d'épreuves déjà. Hein. Les alertes aériennes avec l'aviation allemande qui passaient et repassaient au-dessus de nos immeubles, toutes les nuits et même dans la journée. Je n'en pouvais plus de tout ça. D'ailleurs, je ne descendais plus dans les abris. Cette ambiance de désespoir et de peur mêlée ne m'allait pas du tout, ni pour moi, ni pour les enfants. Et à la mi-mai 40, lorsque les oiseaux chantèrent à nouveau et les fleurs poisonnèrent dans les parcs de notre belle ville, des hardes de réfugiés belges et polonais et hollandais ont déferlé sur nous. Immédiatement relogés dans les bâtiments publics comme les écoles, ils ont été pris en charge, mais ne faisaient que passer. Vite le sud, nous disaient-ils au magasin où nous leur avancions ce qu'ils voulaient. Vite, nous assuraient-ils, il ne faut pas rester, ils arrivent. Mais comment laisser notre commerce sur lequel les habitants comptaient pour trouver toujours de quoi manger? Et si nous partions, comment toutes ces personnes se nourriraient-elles? On ne pouvait pas faire ça. Et voilà qu'à présent, nous étions entassés dans la camionnette. Il était presque 13 heures et j'avais peur aussi de partir. Mais c'était fait. On avançait enfin loin de tout ça. On était souvent bloqués dans chaque rue. Les gens semblaient avoir décidé, comme nous, de ne pas subir la fin du mois de juin, comme ils l'avaient fait pour le mois de mai. Ils étaient souvent à pied ou en voiture à bras dans les rues de Paris, avec quelques affaires et toute la famille, enfin les vieux avec les femmes et les enfants comme nous. Une espèce de sidération devant ce spectacle nous saisissait. Papa doublé, klaxonné, bousculé. Il ne voulait plus rester dans cette nasse que pourrait être la grande ville. Il fallait sortir. Bagnolet, notre quartier, était derrière nous. Bientôt Saint-Mandé. Son petit bois mignon était défiguré par des tas d'affaires abandonnées en route pour s'alléger, pour s'évader. Papa roulait, avançait, s'obstinait. On bouchonna près de Charenton, où l'on retrouva une colonne sans nombre d'exilés qui partait du centre de la capitale sur une longue transversale d'ouest en est. Papa força le passage et arriva avec nous à Vitry en laissant Maison Alfort sur notre gauche, de peur de rencontrer encore plus de monde là-bas. Dans les petites rues où il n'y avait personne, papa fonçait. Nous roulions enfin à une allure convenable. Les gens se poussant devant nous, nous passions entre les deux villes neuves. Boum! Les bombardiers et leurs bombes incendiaires, l'explosion était centrée sur notre droite, près du terrain d'aviation, sur le plateau d'Orly. Les gens furent d'abord tétanisés. Boum! Deuxième impact. Tout le monde courut alors dans tous les sens devant les pneus de la camionnette. Hurlements de maman.
Les enfants pleuraient bruyamment, papa était affolé, ça recommençait. L'incendie des impacts rougeoyait l'air jusqu'à nous. Papa continua de rouler, de ne pas rester là. Soudain, des sirènes terrifiantes, les Stukas. Ils piquèrent droit sur notre route. Les gens devant nous s'éparpillèrent de terreur en courant pour gagner les fossés. Ils se tenaient la tête dans les mains pour ne pas entendre ce bruit de mitraille et de piquets. Et ils tombèrent, morts, là, près de notre voiture. Nous suffoquions de terreur. Hmm. Donc il y a vraiment un parallèle entre le piège qu'a subi l'armée et puis le piège que subissent ces Parisiens. Personnellement, en lisant ces mots, j'ai pas pu m'empêcher de faire le parallèle avec ce que vivent les Ukrainiens depuis maintenant 4 ans ou ce que vivent les Libanais aujourd'hui. Tout comme d'ailleurs, j'ai pensé aux Gazaouis quand tu racontes comment c'est terrible pour une mère de voir son enfant dénutri, malade, et d'avoir aucune solution pour le sauver, de le regarder mourir. C'est un sentiment d'impuissance et une souffrance terrible. Et je crois qu'il faut dire et redire, et ton livre le permet, donc j'en profite pour le dire, que la violence et l'absurdité de la guerre sont parfaitement intemporelles. Toutes les guerres se ressemblent du point de vue des souffrances qu'elles infligent à ceux qui la subissent. Tu as évoqué tout à l'heure ce besoin de transmission envers les jeunes générations. Est-ce qu'avec ce livre, au-delà de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, tu avais cette volonté particulière et précise d'entretenir une forme de mémoire et de conscience de ce qu'est la guerre de manière générale? Exactement. Oui, tu as tout compris. C'est-à-dire que vraiment, ces atrocités, je voulais les compter comme j'avais dit précédemment, un peu d'un point de vue d'universalité, puisque c'est très authentique, même si effectivement, je ne sais pas du tout si là, par exemple, leur fuite s'est passée dans ces conditions-là. Je sais qu'ils sont partis, mais je n'ai pas d'autres infos. Je sais par contre tout ce qui s'est passé là à Orly, le Stuka qui est tombé, tout ça, c'est vraiment des faits qui sont relatés dans les journaux. Je les ai retrouvés, donc ça, c'est vrai. Donc, si tu veux, cette authenticité, ce que j'espérais, c'était que ça projette les personnes dans l'horreur de la guerre d'un point de vue universel. C'est-à-dire que surtout, ne recommencez plus. C'était un Ça petit fonctionne peu très bien, hein. Ça le but. fonctionne très bien. Et d'ailleurs, dans un passage bien plus antérieur, tu as bien dit, Gabi, elle a une voix quand même plus sereine. Alors, puisqu'elle est coincée dans Paris et seule, son débit, sa manière de raconter, c'est quelque chose qui est beaucoup plus lent et un phrasé qui est plus mélodieux aussi. Tandis que le phrasé de Paul, tu as vu que c'était vraiment un peu comme de la mitraillette. Il C'est manque très souvent pragmatique. et puis, il manque souvent des petits mots, il manque Mm. la négation. J'ai fait exprès de l'enlever, de la supprimer pour bien montrer l'absence qu'il a au cœur avec l'absence de sa famille. Donc, j'ai voulu supprimer ce petit mot pour montrer cette absence. Mais de toute façon, il n'a pas le temps de faire des belles phrases. Voilà. C'est ça, mais j'allais y venir en fait, parce que le récit de Paul, il est plutôt factuel. On voit qu'il laisse assez peu la place aux réflexions personnelles, et en fait, c'est logique, puisqu'il est dans une situation qui confine à l'absurde. Donc, penser dans ces conditions, c'est compliqué et c'est même inutile, voire dangereux. On voit bien comment Paul essaye de maintenir ses pensées en suspens. Et puis, bah, quand même, par moments, il y a la puissance des émotions qui est là, qui perce parce que ce qu'il vit est trop fort. Alors que Gabi, elle est positionnée plus clairement, en tout cas au moins sur le plan, entre guillemets, de la critique politique, parce qu'elle vit à Paris. Elle a accès à plus d'informations que Paul, paradoxalement, même si ça reste limité, parce qu'on n'est pas comme aujourd'hui dans un flux d'informations continu. Les infos sont très limitées, mais Gabi sait concrètement ce que signifie l'occupation allemande, les tickets d'approvisionnement, la faim. Elle sait qui sont les SS, elle sait ce qu'ils font. Et son témoignage raconte tout ça. C'est très fort et c'est très important. Et Gabi, elle est notamment très consciente de la propagande qui est mise en œuvre par l'occupant auprès de la population française. Tu le racontes avec un dialogue entre Gabi et la petite Rosie. Et je propose de lire cet extrait parce qu'il révèle vraiment bien les tensions qui traversent la population française à cette époque. Donc là, on est au printemps 1941. Gabi, elle travaille dans une école, elle vient juste d'avoir une discussion assez émouvante avec Rachel, une jeune femme juive qui lui a fait part de ses craintes.
Et donc, elle la quitte et elle rentre chez elle. Elle est sur le chemin du retour. Nous sortîmes. Je la laissai là après un dernier baiser, contente de nous retrouver à nouveau demain. J'allai chercher mes filles et nous rentrâmes toutes les trois. Nous n'étions pas loin de la maison. Les drapeaux nazis flottaient au vent. Tout cela était si angoissant. « Regarde, maman !» me dit Roselyne en me montrant une affiche collée sur le mur le long de la rue. Elle était très grande et très colorée. Elle attirait son regard d'enfant. Josie s'approcha en tirant sur mon bras pour taper dessus avec le plat de sa main. Je compris qu'elles attendaient toutes les deux que je la lise. Population abandonnée, faites confiance aux soldats allemands. On voyait un petit garçon et une petite fille qui tenaient la main d'un soldat allemand. Ce dernier avait un regard et un sourire très avenants. Ça nous changeait de la réalité. Ma grande reprit. « C'est nous la population abandonnée ?»« Oui, ma chérie, c'est ce que pensent les Allemands. Mais papa ne nous a pas abandonnés, hein, maman ?» Nous marchions à petits pas. Le vent secouait les boucles blondes de Josie qui tirait un peu sur ma main maintenant, occupée à jouer avec un petit caillou de son pied. Roselyne me regardait gravement. « Rentrons, Roselyne, et nous en parlerons chez nous. Tu veux bien ?» J'étais partagée entre le fait de tout leur expliquer, de notre situation ubuesque avec ces Allemands qui nous dominaient, qui nous effrayaient, et celui de les laisser à leur enfance, de ne leur dire que des vérités édulcorées. Ainsi, elles n'auraient pas de mots malheureux à la boulangerie ou ailleurs. Nous serions tout de suite dénoncés, cela était sûr. Mais comment me résoudre à dire que les Allemands étaient des gens de confiance ? Non, je ne pouvais pas. Nous posâmes nos sacs dans l'entrée, je défis leurs petits imperméables, et je m'assis, par terre, contre le sofa, Josie entre mes bras, Roselyne contre moi. Et calmement, je leur commençai l'histoire déjà tant de fois répétée. Votre papa nous aime très fort. Lors de la bataille de France, il a été fait prisonnier. Papa a été emmené par les Allemands dans leur pays. Il est à Stablak, en Prusse orientale. Il pense à nous trois tout le temps. Papa nous l'a écrit. Josie, tu peux aller chercher la carte ? Et voilà que ma toute petite, très dégourdie, très vaillante, se dirigea vers le buffet fait par son papa, ouvrit la porte, contente que ce soit permis. Elle trouva la carte de Paul, la dernière, celle du camp, et elle me la porta victorieuse. « Merci, ma belle. Vous vous en rappelez toutes les deux, nous la lisons très souvent quand même. Qu'a écrit papa ? Roselyne, tu nous le redis ? Je suis à Stablak, je vais bien. Le travail à la ferme me plaît. Je vous embrasse. » Roselyne récite avec application en caressant la carte encore et encore. « Vous comprenez, n'est-ce pas, que papa ne nous a pas abandonnés ?»« Mais alors pourquoi elle dit ça, l'affiche ?» demanda-t-elle en tournant son adorable visage vers moi, soucieux. Je prenais sa petite main dans la mienne. « Pourquoi dit-elle ça ? Fais attention. Parce que les Allemands veulent que la population le croie, et les gens sont si démoralisés, tu vois, qu'ils se raccrochent à peu près à tout ce qu'il est possible de croire. Ils oublient sûrement d'espérer dans le Seigneur. Donc, ainsi, ils suivent aveuglément les idées des Allemands et du maréchal. Cela les rassure. Réfléchir les paniquerait totalement, je pense. » C'est vraiment un extrait qui est très touchant, comme tous ceux d'ailleurs qui concernent Rosie et Josie. Il illustre encore une fois cette douleur de la séparation, hein, et un peu plus loin dans le texte, on apprend que le mari de la sœur de Gabi, Raymond, s'est engagé volontairement dans les STO, lui, donc des camps de travail allemands également. Je sais que tu as fait beaucoup de recherches sur le sujet. Est-ce que tu peux expliquer aux auditeurs de quoi il retourne exactement en quelques minutes, peut-être justement sur les différentes nationalités de gens qui étaient envoyés là-bas, les différentes situations, les différents lieux dans lesquels ils pouvaient se trouver? Oui, alors il y avait énormément de camps pour les prisonniers de guerre, d'accord? Donc les prisonniers, les soldats. C'est pas exactement pareil, hein, que pour ceux qui s'engagent dans le STO. Le STO, ça va être complètement différent. Le camp de prisonniers, ça peut être un endroit en Allemagne comme en Bavière, ou alors ça peut être très très éloigné comme celui de Paul, c'est-à-dire en Prusse orientale, c'est-à-dire actuellement Kaliningrad. Donc c'est très 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 loin. Et ceux qui les construisent, bah, c'est les premiers prisonniers de guerre. Donc ceux qui ont été faits prisonniers en premier, c'est les Polonais.
Donc, il va y avoir au départ les Polonais qui vont être là dans ce camp. Et ils vont d'ailleurs bien aider dans l'histoire que je raconte, hein, totalement romancée, Paul à prendre ses marques dans ce Stalag 1A. La vie s'organisait comme dans une espèce de petite ville. Il y avait même des cours, des écoles, il y avait la cantine, mais après, il manquait de tout. Voilà. Hein. C'est-à-dire que pour pouvoir se nourrir, il n'avait pas grand-chose. Effectivement, il y a pu y avoir certains qui sortaient de ces stalags en allant travailler à l'extérieur pour d'autres types de travaux. Ces travaux-là, ça pouvait être dans des usines où ils pouvaient retrouver justement des gens du STO. Ils essayaient de ne pas aller dans ces usines absolument parce que la situation était épouvantable, atroce. Ils mouraient rapidement. Donc, à un moment donné, quand même, Paul va faire le pari de sortir et d'essayer d'aller dans un de ces commandos. Et il va avoir la chance immense d'être dans une ferme. Alors, cette ferme où il va se trouver, ça aurait pu très bien mal tourner parce que de la même façon, certains fermiers jouaient tout à fait le rôle des SS, ou alors il pouvait aussi tomber sur des fermes où les personnes étaient tout à fait conscientes de ce que faisaient les SS et ne l'approuvaient pas. Et c'est ce que, en fait, va avoir la chance de vivre Paul. C'est vrai que c'était quand même une grande loterie pour les gens qui étaient envoyés là-bas. Il y a près d'1,5 million de Français qui ont été envoyés là-bas sur toute la période. Donc là, j'inclus les prisonniers et les STO. Il faut savoir que les conditions de départ de tous ces gens étaient vraiment très variables. Il y a les militaires qui ont été faits prisonniers au moment de l'armistice. Il y a eu la relève également. On envoyait 3 prisonniers en tant que main-d'œuvre en échange d'un retour de prisonniers militaires. C'est quelque chose qui est assez peu connu. Il y a beaucoup d'hommes qui sont partis pour faire revenir un père, un frère. Il y a aussi des hommes qui sont partis volontairement, comme le mari de Raymond. Alors, peut-être par conviction politique, plus sûrement pour pouvoir nourrir leur famille. Voilà. Et puis, il y en a beaucoup qui ont été accusés d'être traîtres à la nation. Est-ce que vraiment ils étaient en situation de refuser? Il y a vraiment beaucoup de choses, en fait, qui sont dans le flou. Et puis, il y a aussi des gens qui ont été... Il y a des ouvriers qui ont été déportés. C'était le cas des ouvriers Michelin, par exemple, qui ont été déportés sur ordre du préfet et qu'on finit par obtenir des années après un statut de ouvrier déporté, mais qui sont aussi passés pour des traîtres à la nation en rentrant, parce qu'ils étaient allés travailler là-bas. Donc il y a vraiment un flou autour de toute cette histoire des camps de travail. Oui. Voilà, surtout que là, vraiment, ces prisonniers de guerre, ils n'avaient pas le choix. C'est-à-dire qu'ils étaient forcés d'y être. Oui, oui. Il y a quand même, pour ceux qui devaient aller au STO, ils pouvaient quand même faire le choix de prendre le maquis. Il y avait une possibilité de changer Mm. son fusil d'épaule, enfin, entre guillemets, mais en prenant beaucoup de risques, du coup, même pour sa famille, etc. C'est Donc, ça ne ça. devait pas C'est être que les si familles simple. sont impactées. C'est pas si simple. Mais tandis que là, c'est vrai que par contre, les prisonniers de guerre comme Paul, ils n'ont pas le choix. Ah oui, oui, eux, ils ont Voilà. absolument pas eu le choix. Et dans cette grande loterie aussi, bah, il y a le fait d'être envoyé à tel endroit ou à tel autre. Parce que les gens qui étaient envoyés en Bavière ont moins souffert que les gens qui ont été envoyés au fin fond de la Prusse orientale, qui est un territoire qui est très à l'est, qui est très froid, et en plus qui était une zone très particulière en termes de zone géographique, zone de guerre. Est-ce que tu es en mesure de nous expliquer un peu les enjeux de ce petit territoire qui était la Prusse orientale, qui était calé entre la Pologne et la Russie, je crois. Oui, c'est ça. Effectivement, ça va être très très complexe puisque ce territoire-là, il va falloir qu'il soit libéré par l'armée rouge puisque c'est très très loin de tout ce qui peut encore concerner les alliés de l'autre côté. Donc ça va être très compliqué à vivre. Lorsque Paul se trouve à l'intérieur de son commando, il va subir les bombardements de l'armée rouge sur Königsberg, Königsberg étant le nom ancien Kaliningrad. C'est ça. C'est-à-dire que dès septembre 44, les bombes ont commencé à tomber. Voilà. Ils étaient vraiment dans une situation absolument pas favorable, les gens qui étaient envoyés là-bas. Et puis, pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin, bah, ça s'est terminé par
démarche de la mort, hein, c'est-à-dire que les prisonniers ont été libérés, jetés sur les routes. Ils ont marché avec les civils allemands par des températures de -20, -30 degrés, sachant qu'ils étaient déjà dans une condition physique très, 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 très dégradée après leur emprisonnement, les privations, etc. Et sous les bombes de l'armée rouge. Donc évidemment, il y en a beaucoup qui y sont restés. Et puis ceux qui ont survécu ont été traumatisés. Et cette histoire-là, elle est restée très marginale dans le récit historique. Et à mon sens, ça s'explique par l'accueil que tous ces gens ont reçu lors de leur retour en France, qui n'a vraiment pas été très glorieux, si tu veux nous en dire un Oui, mot. ben déjà pour tout ce qui concerne les prisonniers de guerre de cette époque-là, la plupart du temps, lorsqu'ils sont revenus en 1945, lorsque c'était terminé, la plupart, ils étaient vraiment très déconsidérés. Donc c'est aussi pour ça que moi je voulais faire ce livre, c'était pour honorer leur mémoire. C'est des victimes de la Oui, guerre, voilà, ce sont. c'est pas eux qui ont décidé de partir ou de se rendre. Et c'est pour ça que j'ai vraiment suivi au jour le journal de marche du régiment de Paul pour essayer de vraiment comprendre comment ça s'était passé. Et on voit qu'ils se sont battus, tout du moins pour une grande part, jusqu'au bout de leur force. Et c'est dommage que, effectivement, en rentrant de ces camps de travail, c'était plutôt des camps de prisonniers, Mhm. ben, il n'y a pas eu de reconnaissance nationale. Et toujours pas d'ailleurs hein, dans le discours, non, non. C'est ce qui fait que ton livre est précieux. Après, tu l'as dit tout à l'heure, Paul, il a eu de la chance dans son malheur puisqu'il a été affecté au travail à la ferme. Donc, ça signifiait concrètement travailler à l'air libre, ça signifiait pouvoir manger à la table des paysans. Donc, ils étaient mieux nourris que les prisonniers qui étaient cantonnés au stalag, quand même, et puis même mieux nourris aussi que les populations vivant en zone occupée. D'ailleurs, ça provoque un sentiment assez paradoxal chez Paul et ses camarades parce que alors, toute proportion gardée, bien sûr, hein, mais par moments, ils sont presque bien là où ils sont. Ils sont en contact avec la nature, ils ont un semi-liberté quand ils se déplacent. Et s'ils n'avaient pas à subir les œuvres de la séparation et l'absence de nouvelles, ils seraient, et puis le contexte, ils seraient, entre guillemets, presque bien. Et il y a même des liens humains qui se lient entre ces prisonniers, tu l'as évoqué tout à l'heure, et certains des paysans pour qui ils travaillent. Alors évidemment, il y avait ceux qui jouissaient et qui abusaient de leur pouvoir sur eux autant que possible, mais certains ont fait preuve d'humanité. Et Paul y a été très sensible, d'autant qu'il a pu communiquer, lui, puisqu'il a appris l'allemand grâce à un petit dictionnaire. Cette anecdote du dictionnaire, elle est véridique, hein. Tout à fait. Ça, c'est un fait réel. Oui, oui. Comme la ferme, comme le Ch'talacara, ce sont des faits réels. Tout le reste est totalement romancé, mais ce petit dictionnaire existe et est toujours en possession de ma maman. Donc c'est vrai que pour moi, c'est quelque chose qui est très émouvant de pouvoir le tenir et de lire les dédicaces qui sont notées dessus, puisque c'est les compagnons de Paul dans ce commando qui écrivent. Et c'est grâce à ce petit dictionnaire que lui, et puis une faculté incroyable de Paul, hein, qu'il a pu effectivement apprendre la langue parfaitement. C'est vrai que là, tu disais, enfin, je mets une toute petite nuance parce que tu disais que dans les fermes, ils mangeaient très bien, mais dans cette ferme-là, ils étaient Alors, ils bien nourris. mangeaient mieux. Non, dans celle-là, mais il y a Oui. malheureusement beaucoup d'autres endroits où ils étaient réduits à l'état d'esclavage, hein, Mhm. et ils ne mangeaient pas non plus, on leur donnait rien. Donc c'était aussi une position de la population allemande. Je pense qu'il y avait ceux qui voulaient suivre les consignes et puis ceux qui voulaient résister aussi. Il y avait des Comme toujours. bons Allemands. Mhm. Voilà. C'est important de le dire aussi. Je sais qu'on en a discuté, c'était très important pour ton grand-père. Je pense que c'est aussi ce qui l'a aidé, hein, à rester à la surface, j'ai envie de dire, au milieu de tout ça, parce que c'est l'humanité qui fait qu'on reste à la surface. Après, même s'il est plutôt bien loti, Paul, il nourrit des projets d'évasion. Il n'est pas le seul. Il y a énormément de prisonniers qui ont tenté de s'évader. Il y en a un certain nombre qui ont réussi. Par contre, ceux qui ont raté l'ont payé très cher. Et Paul va d'ailleurs faire une première tentative d'évasion assez lourde de conséquences. Je propose qu'on lise cet extrait pour que les auditeurs prennent vraiment la mesure des choses. On marche dans la nuit fraîche de rosée. La lune scintille. Tout est parfait pour notre départ. Et on revient, déjà, je rumine, et je pense que les deux autres derrière moi aussi. Émile ne desserre plus les dents, ses mâchoires sont contractées, ses yeux sont tendus vers la ferme, vers Anna.
Bon sang, mais qu'est-ce qu'on va trouver? On arrive, il va chercher des bidons vides derrière les tables, il nous les met dans les bras et il s'enfuit. Il continue vers le camp. Il se retourne pour vérifier qu'on avance. On entre. Un halo de lumière de la fenêtre en traversant la cour qui semble nous faire signe. On entre. Voilà, messieurs, ils sont là, comme promis. La voix de Mona nous semble stridente, partie dans les aigus. Heil Hitler! Rugissement, 4 SS surgissent devant nous, immenses, hideux, pâles comme la mort, croix gammée, ombre noire, yeux délavés, grossiers, brute totale. Ils viennent tout contre nous, matraque à la main, rideau mouvant entre nous et Mona. Elle continue rapidement. Comme je vous l'ai expliqué, je les ai envoyés au village voisin porter nos bidons de lait du jour, la carriole du laitier ne passant pas aujourd'hui. J'ai oublié de prévenir mes beaux-frères. C'est pour cela qu'ils se sont mis dans tout leur état. Ils n'auraient pas dû vous déranger. Bon, donc ils ne nous font pas se faire arrêter là, dans la ferme qu'on souhaitait fuir. Quand même, on baisse la tête, qu'ils ne voient pas la peur et la haine dans nos yeux. Paf, la matraque sur l'oreille de Jean. Il tombe à genoux, clongue les bidons par terre, il saigne, hébété. Mona bondit, s'interpose, elle prend trop de risques, mais où sont les deux vieux? Je vois rien avec ces gabardines sombres comme un mur d'obscurité. Crois encore en la lumière? Pitié, Seigneur. Je m'excuse pour le retard, je suis seule responsable. Je ne pensais pas que le trajet était si long. Paf dans le ventre de Mona. Je me penche pour l'aider à se relever. Paf sur ma tête. Je ploie, je touche le sol à main à plat. Clongue, le pistolet sorti, pointé sur ma tempe. Je lève les mains et je me relève sous les coups de pied du SS, grognant, sifflant, son visage collé au mien. Puis il me jette en arrière. Je garde l'équilibre. Sang qui coule comme un voile depuis le sommet de mon crâne. Des points noirs partout. Tenir, tenir, résister. Mona est toujours pliée en deux sur le sol. J'ose pas essuyer mes yeux, ça va passer. Vision plus nette, ça va aller. Paf, paf, violent, Georges prend pour rien. Clongui se laisse chuter avec ses bidons près de moi. Je fais rien, j'attends. Paf, dans mes jambes, je tombe à nouveau, broyée par la douleur. Il ricane. On est tous les quatre à terre près de Mona. Il passe derrière nous, ouvre la porte et tire vers le ciel. Debout, Raos! Et je vois en me relevant doucement. La table est renversée, la soupe sur le feu a débordé, les deux vieux ligotés, bâillonnés. Je crois voir des larmes sillonner les joues de Klaus. Et là, par terre, dans un coin, Anna, comme une poupée écorchée, les cheveux éparpillés, ses habits déchirés, plus rien pour cacher sa nudité ensanglantée, jeunesse dépouillée, du sang partout, elle a les yeux fermés. Tout n'est que désolation, dévastation. Mona s'est relevée, elle pleure en silence, elle me regarde sans bouger, les SS nous embarquent sauvagement. Merci Marie. Dans cet épisode d'évasion ratée, on voit que les Allemands, les fermiers eux-mêmes sont soumis à la violence des SS. Hein. Ils sont censés être responsables de leurs prisonniers. Donc une tentative d'évasion leur retombe dessus. Alors, on va pas tout raconter sur la suite de cette première évasion ratée. Paul y finira par retrouver Gabi, mais vraiment j'invite les lecteurs à lire L'audace au cœur pour connaître les détails de son évasion, parce que vraiment le titre du livre est bien choisi. L'amour que Paul avait pour sa femme et ses filles lui a vraiment donné une audace incroyable. Et ça pourrait même être une aventure rocambolesque si le contexte n'était pas aussi tragique. Mais bon, le temps passe, j'aimerais qu'on parle aussi de la troisième partie du livre, parce qu'une fois de retour en France, Paul, il va pas pouvoir rester auprès de Gabi, on est toujours sous l'occupation, les SS recherchent activement les prisonniers évadés et les familles des prisonniers sont en danger également. Gabi va d'ailleurs recevoir la visite des SS, ça c'est véridique, hein. Totalement. Il fallait donner les coordonnées de sa famille lorsqu'on était interné en camp du Stalag pour que s'il y avait un malheur qui se passait, au moins la famille soit avertie. Donc il y a eu un cas de conscience pour Paul. Est-ce qu'il fallait qu'il donne ou pas les coordonnées de sa famille vraiment? Parce qu'il savait que lui, il n'allait pas rester au Stalag. Hein. Ça n'allait pas être possible dès le départ. Hein.
Mm. Donc, du coup, il savait qu'en faisant quelque chose de négatif contre les SS, il mettait en danger toute sa famille s'il donnait les coordonnées. Et au final, il les a donnés quand même. Donc, effectivement, ils l'ont retrouvé, enfin, ils ont retrouvé sa femme et ses enfants. Et effectivement, il y a eu plusieurs visites de CSS auprès de ma grand-mère. Ce sont des faits véridiques. Et à chaque fois, elle dit que ça a été un miracle qu'elle s'en soit sortie. Voilà. Elle a Elle a vu passer réussi la à mort tenir tête. à chaque fois, voilà, très très près d'elle. Donc c'est vrai que prendre le maquis, c'était difficile déjà pour la personne, mais en même temps, ça mettait en danger toute la famille aussi, hein. Mais il Mm. n'y avait pas le choix. Là, il ne pouvait pas rester à cette adresse-là. C'est ça. Donc, Paul, de nouveau contraint à la séparation, il va être pris en charge par un réseau d'hommes d'église et il part en direction de la Mayenne. Et très rapidement, il va s'engager auprès d'eux pour aider à faire passer des enfants en Suisse, un rôle qu'il va accomplir à merveille, notamment grâce à sa maîtrise de la langue allemande, qui est vraiment une carte importante pour Paul. Et une fois de plus, j'invite vraiment les auditeurs à lire L'Audace au cœur pour savoir précisément comment ça s'est passé, parce que le récit est très fouillé. On sent que tu t'appuies sur des recherches précises. Cette séquence avec les enfants, elle est vraiment digne d'un film. Et d'ailleurs, j'aimerais savoir quelles ont été tes sources pour cette partie du récit. Est-ce que les hommes dont tu parles ont vraiment existé, notamment le prêtre Constant, Oui, tout à fait. qui est à Oui, la oui, le tête père de... Constant, voilà. C'est totalement un résistant à la tête d'un réseau qui a existé sur Laval et sa région, et c'est totalement véridique. Après, est-ce que Paul était vraiment l'un de ceux qui l'ont aidé exactement à ce moment-là? C'est très probable, T'en mais es je n'ai pas aucune certaine. certitude. D'accord. Voilà, hein. J'ai pensé qu'il avait pu rejoindre ce réseau-ci, mais peut-être que c'était le réseau d'à côté. Voilà. Mhm. Il n'empêche que je sais qu'il était dans la résistance et que effectivement, ma maman en parle avec les larmes aux yeux quand elle dit qu'il a sauvé beaucoup d'enfants juifs à l'intérieur de ses trains en prenant des risques pour elle complètement insensés, alors que voilà, sa femme était toujours seule et puis en plus aux prises avec les SS. Et c'est vrai que ça met en perspective l'actualité, Mhm. hein, avec tout ce qui se passe, et puis notre propre façon d'envisager aussi la liberté que ces personnes ont gagnée pour nous. On en fait quoi de cette liberté qu'ils ont gagnée pour nous? Voilà. Mhm. Est-ce que c'est la liberté à laquelle il avait pensé qui s'est passée après? Voilà. Cet épisode, il permet aussi de rappeler que même s'ils n'étaient pas tous engagés dans la résistance, il y a certains hommes d'église qui n'ont pas hésité à se sacrifier. C'est anecdotique dans le récit, mais t'évoques notamment dans cet épisode le Caousou à Toulouse, qui est aujourd'hui un lycée catholique hyper réputé, hein, c'est The Lycée à Toulouse, et où Paul va être amené à confier des enfants en transit. Ça c'est véridique aussi, c'est quelque chose que tu as Oui, tracé, hein. voilà. Oui, oui, tout à fait, hein. Tout ça, c'est grâce à plein, plein, plein de documents que j'ai pu lire pour pouvoir vraiment vérifier qu'il y avait des réseaux qui étaient là. Donc ensuite, après l'arrestation de ce prêtre résistant, qui s'appelle Constant dans le roman, Paul se réfugie à Dreux, chez les Chaudons. Alors c'est une famille de notables, à Dreux, on le comprend. Il se réfugie dans cette propriété pour être à l'abri, mais l'état d'esprit de Paul à ce moment de l'histoire, c'est pas l'état d'esprit de quelqu'un qui va rester planqué, les bras croisés. C'est juste Jamais. impossible C'est pour jamais lui. le cas. Voilà. Voilà. Donc il repart sur le terrain de la guerre aux côtés de la résistance, cette fois, par l'intermédiaire de cette famille des Chaudons qui est investie aussi. Et donc ensemble, ils vont s'appliquer à ralentir, à empêcher, à limiter les avancées de l'armée allemande pour préparer le débarquement, soutenir l'avancée des Alliés. Et c'est ainsi que Paul va se retrouver à Paris et va même participer à la libération de la capitale. Je trouvais important de lire ce passage du livre parce que personnellement, j'ai vraiment été frappée par ce récit de la libération de Paris. Voir Paris comme ça, en champ de bataille, regagné quartier par quartier, par des troupes au sol, c'est vraiment impressionnant. C'est des choses qu'on ne se représente pas, qu'on ne peut pas se représenter, je pense, quand on ne les a pas vécues. Et je tenais vraiment à lire cet extrait, toujours dans cette optique de décrire la réalité brute de la guerre qui résonne malheureusement tellement fort aujourd'hui. Je vous lis ce dernier extrait.
Villejuif, Kremlin-Bicêtre, Porte d'Italie. Je suis ici chez moi, Paris me monte à la tête. Vite, Gabi. Mais déjà des bruits de mitraille nous arrivent, ça recommence. Depuis Dreux, nous, on n'a pas tiré, rien. À présent, c'est différent. Les Allemands sont là, ils ont noyauté la ville entière. Comment les ont délogés? On ralentit, on roule lentement, prêt à tomber dans une embuscade. On s'arrête place d'Italie, barricade, et on voit, des tanks allemands. Ils remontent l'avenue des Gobelins, droit devant nous. Ils tirent sur les barricades des Parisiens, devant nous. 4 FFI sont tués. Nos blindés passent à l'action et se remettent en mouvement. Nous restons en retrait avec Sam, on les laisse y aller. Mais ils stoppent presque immédiatement. Je me faufile entre eux derrière Gaston et un GI. On se baisse, on marche vite. On s'approche et on repère immédiatement le problème. Des civils, hommes, femmes, enfants, sont ligotés et marchent à l'avant des chars allemands. Ils sont prisonniers, paravents humains, nous ne pouvons pas tirer. On retourne voir Sam et je lui demande un bon lot de grenades. Je suis plutôt fort avec ça. Les GIs et Gaston me couvrent. Je repars en premier, eux juste derrière. Je sors devant nos blindés, m'aplatis par terre. Je rampe sur le trottoir dans la zone d'angle mort du char. La population de prisonniers me voit et redresse légèrement la tête alors qu'elle était abattue par cet énième stratagème cruel des Boches. Je passe le long des chenilles, mon coude les effleurant. Gaston fait signe aux civils de se baisser le plus possible. Je rampe, je me redresse et boum! La grenade explose dans le char. Je suis collé sur le sol, mains sur les oreilles. Vite, je fais demi-tour. Je pousse les prisonniers sur le côté de l'avenue. Je cours à présent avec eux. Nos blindés tirent directement sur le char allemand. Je confie les civils encore entravés à une équipe qui arrive vers nous. Ils sont euphoriques et semblent ne pas faire attention aux balles qui sifflent derrière nous. Je leur fais signe de se mettre à couvert. Ils ne m'entendent pas. Ils se ruent sur moi. Je m'échappe pour aller retrouver Gaston. Et le combat continue, encore. On repousse l'ennemi. On se met à l'abri des barricades des Parisiens. Ils se battent à nos côtés. Nous sommes casqués, pas eux. Ils ont pris les armes de l'ennemi depuis 4 jours qu'ils se battent. Ils tirent comme nous. Les Allemands sont désemparés. Ils abandonnent leur antichar et battent en retraite. On tape dans les mains des FFI. On leur offre des cigarettes, des chewing-gums. On fait comme les GIs. Bientôt, des cris. Ils se sont retranchés dans l'école de pharmacie. Ils sont au moins 300 là-bas. Et il y en a aussi au lycée Montaigne. Oui, ils ont occupé tout le pâté de maison. Il faut y aller. Pas de pause bien longue. Un coup d'œil à Sam et je le guide. On passe devant les blindés. La barricade est poussée. Les engins démarrent. Notre jeep pétarade. On y va. Les FFI nous suivent. Ils courent derrière nous. On se bouge. Il faut libérer ce quartier. Convoi d'espoir. On s'arrête la rue précédente. Port-Royal, juste avant Saint-Michel. Je me reconnais sans peine, même si tout est figuré, presque laid. Et surtout, on se rapproche de Bagnolet. J'en parle pas. Si j'ai choisi cet extrait, c'est aussi parce qu'il relie l'histoire collective à l'histoire individuelle. Paul, il sait que sa famille, elle est à Bagnolet, et même s'il est pleinement engagé dans les combats, il y pense de plus en plus. Et dès qu'il en a la possibilité, il file les retrouver parce que l'issue de la guerre pour lui, c'est aussi, et c'est même surtout la fin de la séparation, non? Oui, tout à fait. Donc c'est cet amour-là qui le fait vivre, qui le fait survivre et qui fait vivre et survivre Gabi. Donc finalement, retrouver son amour, c'est sa seule raison de vivre. Voilà. C'est ce qui lui a donné tout ce courage, en fait. Hein. Oui, c'est pour ça. Il va se battre pour libérer une ville, Dreux. Hein. Il va libérer Dreux, puis il va aider à la libération de Dreux, puis après il va aider à la libération de Paris. Il n'empêche que voilà, le Paul de mon histoire est quelqu'un qui va se battre pour être près de celle qu'il aime. Pour conclure, Marie, je dirais que ton roman, il nous éclaire, il nous rappelle ce que l'on aurait tendance à oublier. C'est la cruauté, c'est l'absurdité de la guerre quand on la lit du point de vue de l'homme et non des États. Et en rendant cet hommage à Paul, ton grand-père, tu rends aussi justice à tous ceux dont les souffrances n'ont jamais été reconnues. Hein. Tu l'as très bien dit tout à l'heure. Et je tenais vraiment à te remercier pour ça parce que c'est très important. Il y a une précision importante que je tiens absolument à faire aussi, c'est d'informer les auditeurs sur le fait qu'il va y avoir une suite pour l'Audace au cœur parce qu'une fois la guerre terminée, Paul n'est pas resté
tranquillement, chez lui, il a continué à agir. Est-ce que tu peux nous en dire un mot, s'il te plaît? Oui, tout à fait. C'est mon roman numéro 3. Il va bientôt sortir. Je n'ai pas de date précise, hein. J'ai permis à ma communauté Bookinsta de choisir le titre. Donc déjà, nous savons qu'il va s'appeler À cœur battant. Ça correspond tout à fait à Paul. Alors c'est toujours inspiré de la vie de mon grand-père, mais c'est aussi pour retracer les années qui vont suivre la guerre. Est-ce que la liberté, une fois qu'on l'a retrouvée, ça a vraiment le goût de avant la guerre? Hmm. Les gens, je trouve, dans la population actuelle, pensent que voilà, la guerre est finie, hop, ça y est, ça redémarre, c'est reparti. C'est peut-être pas tout à fait la vérité. Et puis ensuite, je vais continuer à cœur battant à raconter les années qui vont suivre pour essayer de mettre en valeur aussi les combats qu'on a oubliés, les guerres qui ont suivi et qui sont tombées complètement dans l'oubli, comme la pauvre Corée, hein, Hmm. ou bien même l'Indochine, Hmm. puisque la France y était, et en Corée aussi, hein. Donc c'est vrai que ça, c'est oublié. Donc je voulais vraiment que ça soit remis sous les projecteurs. Et de la même façon, je voulais aller jusqu'à la fin des années 60 pour qu'on voit un peu le choc de mai 68, comment ces personnes, voilà, qui ont vécu la libération de la France de toutes ces horreurs avec les Boches, les nazis, etc. Comment ils vont vivre ces années, voilà, 68? Il y a eu un choc C'est ma culturel à question. ce moment-là, ouais, probablement. En tout cas, moi, il me tarde vraiment de découvrir ça. C'est vraiment hyper intéressant. J'ai vraiment, vraiment apprécié la lecture de ce roman. Marie, tes livres, ils sont auto-édités. Comment est-ce qu'ils sont distribués? Comment les auditeurs peuvent-ils se les procurer? Alors, soit ils vont sur Amazon. J'ai mis ces livres sur l'abonnement Kindle en étant gratuit lorsque vous êtes abonné. Si vous n'êtes pas abonné, c'est quelques euros. Voilà, j'ai voulu que ça soit accessible, donc c'est des tout petits prix, même si vous les prenez en brochet. Et sinon, vous pouvez venir sur ma communauté Book Insta pour pouvoir me mettre un message privé et je peux vous l'envoyer à vous aussi directement avec Avec une une petite petite dédicace. dédicace. Les gens aiment bien, c'est vrai. C'est bien de le faire. Mais en tout cas, tous les liens, hein, bien évidemment, seront dans le descriptif de ce podcast. Cet épisode se termine, Marie. J'aurais aimé qu'on continue. Il y avait foule d'autres choses à dire. J'ai dû trancher dans le vif, hein. On ne pouvait pas tout dire, on ne pouvait pas tout raconter. J'ai dû aussi même t'interrompre parce que tu as tellement de choses passionnantes à nous dire et que je vais avoir du mal à faire tenir tout ça dans le format habituel. Et en même temps, on s'en fiche parce qu'on est libre, on fait ce qu'on veut. Donc si ça déborde, ça déborde. Je te remercie beaucoup, Marie. Tu nous tiendras au courant quand le prochain ouvrage sortira. Je ferai bien sûr passer l'info à la communauté de Voix de Plume. Merci beaucoup. Merci beaucoup à toi, Maud. C'était un grand plaisir pour moi. Ainsi se termine le 7e épisode de Voix de Plume. Merci beaucoup à tous ceux d'entre vous qui nous ont écoutés jusqu'au bout. Merci pour votre attention et merci surtout pour votre précieuse curiosité. Continuez à la cultiver. Moi, je vous donne rendez-vous dans un mois pour une excursion d'un genre très différent, une excursion en pays Maasai proposée par l'autrice Sandra Bagnères. D'ici là, je vous invite à suivre les coulisses de Voix de Plume sur mes comptes Instagram et Facebook, maud.girard.auteur.